Vous écoutez Panache, le podcast de la rédaction sportive de l'Avenir Verviers. Il a joué au football à Andrimont, à Saint-Vith, au CS Verviers, à Malmedy, à Ewaye, au FC Liège, à Spowen, à Lac-à-la-Mine, à l'AS Eupen, chez les professionnels, au RWDM, à Sprimont, à Rodange, au Luxembourg, à Herstal, à Stocké, à Solières, à Amblève et à nouveau à Herstal. Il a 33 ans, il est verviétois et surtout buteur. Bonjour Moussa Diallo. Bonjour David. Comment ça va ? Très bien, merci, et vous-même? Ça va, on va se tutoyer puisqu'on se connaît quand même un petit peu maintenant depuis toutes ces années dans le football. L'été s'est bien passé, l'été qui se termine, il s'est bien passé ? Oui, tranquillement, à côté de la famille. Là. On a suivi un peu les compétitions sportives, était riche en émotions avec les Jeux Olympiques et l'Euro quand on aime le football. Oui, non, bien sûr, tout footballeur aime bien toujours de voir des matchs à la télé, donc oui. On a suivi tout ça, quoi. Justement, l'Euro, petite déception, le parcours des Diables Rouges ? Oui, clairement, on a mis la barre haute depuis la Coupe du Monde. Donc, fatalement, à chaque fois qu'il y a une compétition, on s'attend que la Belgique aille jusqu'au bout. Donc, oui, on est un peu déçus à ce niveau-là, mais bon. La Belgique était dans un des groupes peut-être les plus faibles de cet Euro, qui s'en sort par la petite porte avec 4 points, puis une élimination face à la France. Malgré ça, malgré ce stress ambiant, Tedesco qui est maintenu en tant que footballeur, en tant que supporter aussi, ça t'étonne ? Non, pas du tout, parce qu'avec avec les années, l'expérience, je suis passé dans des clubs où moi personnellement, j'ai pas été patient par rapport au nouveau système, aux jeunes joueurs, et par après, je me suis rendu compte que c'était une erreur. Et je pense qu'avec Tedesco, justement, oui, il faut pas le juger directement sur ce qui s'est passé là maintenant. Il faut lui laisser un peu de temps, donc et on verra ce que ça va donner dans l'avenir. Bienvenue, je le disais tout à l'heure en introduction, après cette petite discussion sur l'Euro. Bienvenue dans ce podcast, le podcast Panache, le podcast de l'Avenir Verviers Sport, un podcast qui a la particularité donc de proposer cette rencontre avec des sportifs de la région. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, viendra le moment où on coupera le micro pour poursuivre cette interview que l'on retrouvera, donc cette deuxième partie que l'on retrouvera uniquement dans l'Avenir Verviers, dans le journal et sur le site www.lavenir.net/verviersport. Mais ça va tout de même, cette première partie, ce podcast va quand même nous laisser le temps de discuter de pas mal de choses. Et donc la première, j'ai cité beaucoup de clubs. Tu as 33 ans, tu as clairement énormément bougé, connu 17 clubs différents si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi autant de changements ? Figure-toi que moi-même, je m'en suis pas rendu compte qu'il y avait autant de clubs et ça me choque aussi un petit peu d'être passé dans autant de clubs, mais je pense que c'est aussi dû à mon caractère. Souvent, je ne m'entendais pas bien sûrement avec les coachs ou certains dirigeants. Et à la place de prendre sur moi, peut-être de rester, de laisser le temps arranger les choses, je m'en allais. Donc, je pense que ça explique ça aussi. Tu as commencé à Andrimont, tes premiers clubs, donc Andrimont, Saint-Vith, le CS Verviers, Malmedy. Ce sont des moments importants dans une carrière de joueur de football. Quels souvenirs tu en gardes ? Parce que tu as commencé très jeune, si je ne dis pas de bêtises. Oui, j'ai commencé à l'âge de 16 ans à Andrimont, où je remercie le président et le club de m'avoir fait confiance, parce que c'est grâce à eux que... Raoul Van Obel, oui, Raoul Van Obel, tout est parti. Donc, oui... Maintenant, j'avais un coach comme Andy Peters qui avait beaucoup d'expérience et je pense que ça m'a beaucoup aidé. On m'a jamais mis la pression, on me laissait vraiment jouer librement. Et clairement, oui, c'était très important parce que c'était le début de tout le reste, en fait. Ces débuts t'ont amené donc à Andrimont, à Saint-Vith, au CS Verviers, à Malmedy, à Ewaye. Et puis il y a ce club pas comme les autres, le FC Liège. À quel point c'est particulier ce club quand on est joueur et qu'on a ce public derrière qui crie, qui soutient quoi qu'il arrive ? Le Royal Football Club liégeois, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui auraient rêvé de jouer là-bas, même un match amical. Donc, clairement, pour moi, c'est une fierté. Surtout que cette année-là, moi, j'avais été champion avec le club. Mais oui, Liège, en fait, l'année avant, avec Ewaye, on joue contre eux. Et on gagne 1-0 et c'est moi qui marque... En promotion à ce moment-là ? Ouais, c'était en promotion D. Et c'est moi qui marque le goal du 1-0 qui nous fait gagner le match. Mais je me suis dit, non, il faut que je joue dans ce club. Même à l'extérieur, il y a 1200, 2000 personnes qui les supportent. Donc, je me suis dit, non, il faut que je fasse le maximum pour aller là. Et autre chose, on a des joueurs comme Fadiga, qui est un exemple en tout cas chez nous au Sénégal.
qui a joué là. Un autre joueur comme Jules Bocandé aussi. Donc, pour moi, oui, c'est vraiment une fierté d'être passé par ce club. Un club où les supporters ne t'ont pas oublié. J'ai lu dans une interview d'un de mes collègues de l'édition de Wiwarem, qu'on salue aussi, que quand tu étais à la Poste, tu croisais pendant tes tournées des supporters du FC Liège, c'est vrai ? Oui, j'avais des collègues qui étaient supporters de Liège, qui étaient tout contents, tout fous de me voir débarquer là. Et oui, effectivement, les gens étaient au courant que j'ai été professionnel et que je suis passé par le Football Club liégeois. Donc, fatalement, je me faisais arrêter tout le temps en rue. Mais voilà, ça, c'est aussi des parties dont je suis fier et ça me fait vraiment super plaisir parce que peut-être sans le foot, ces gens-là ne se seraient peut-être pas intéressés à moi dans la rue. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis, il y a ce passage en Flandre, à Spouwen Moppertingen, et ensuite, la Calamine, avec cette saison incroyable où tu as inscrit 33 buts. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fait que lors d'une saison, on inscrit 33 buts et puis que la suivante, peut-être, ça fonctionne moins bien ? À la Calamine, tout tournait autour de moi. On avait mis des joueurs autour de moi pour me faire marquer des goals. Maintenant, ça ne garantit pas que j'allais le faire. Mais à Spouwen, j'ai eu une formation avec un coach qui était un ancien militaire. Et je pense que c'est les suites de ça. Je suis arrivé à la Calamine avec une grosse détermination où je me suis dit, non, cette année, il faut que j'explose les compteurs. Et surtout aider le club aussi à atteindre ses objectifs. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, Tu nous parles d'un militaire. C'était plus strict ou c'est vraiment au niveau mental qu'il y a eu un travail particulier là-bas ? C'était un coach, je parle de militaire, mais voilà, c'était aussi tactique. Hein. Tactiquement, j'ai évolué à Spouwen. Tu te souviens de son nom ? Physiquement, Jan Skoof qui s'appelait, et il m'a fait évoluer dans tous les sens. C'était un monsieur qui te donnait des entraînements dans le petit rectangle sans gardien. Tu n'avais pas le droit de rater une seule fois tes frappes. Sinon, tu devais pomper 20 fois, 30 fois, 40 fois. Et à un moment donné, clairement, tu t'es discipliné par rapport à ça parce que tu sais que tu vas le payer derrière. Donc, message aux entraîneurs qui nous écoutent, alors c'est ça la bonne formule. Moi, j'étais réceptif. Maintenant, ils peuvent essayer, mais je ne les garantis pas que ça marchera avec tous les joueurs. D'autant que c'est la Calamine derrière qui en a profité avec ses 33 buts. 33 buts qui ne vont pas passer inaperçus puisque c'est l'AS Eupen qui vient frapper à ta porte alors que tu as déjà donné ton accord à Solière. Je pense même que c'était signé. Ouais. Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé, comment Moussa Diallo, qui vient de marquer 33 buts en D2 amateur, D2 ACFF avec la Calamine, se retrouve sollicité par l'AS Eupen. C'est une histoire assez marrante parce que Jordi Condom me dit que c'est dans une conversation avec un journaliste qui lui parle du nombre de goals que j'ai marqués et lui parle de moi. Et c'est là que l'intérêt est venu par rapport à moi. Et oui, effectivement, moi j'avais déjà donné mon accord à Solière en expliquant bien au club que voilà, si un club venait, est-ce que je pouvais partir, et le club était d'accord là-dessus. Et là, fatalement, il y a Eupen qui arrive et qui me propose des tests et de faire la préparation avec eux. Donc oui, clairement, pour moi, c'était vraiment un rêve éveillé, quoi. Quand on m'a téléphoné pour me dire que l'AS Eupen voulait me tester, j'ai cru à une blague. Donc je me disais, c'est encore un agent qui essayait de m'avoir, etc., etc. Et au final, ça s'est révélé être vrai. Donc il y a d'abord un test dans ce club. Assez logiquement, tu viens de division inférieure. D'autres clubs ont déjà voulu tester le fait de signer des joueurs qui venaient de plus bas. On se rappelle évidemment du regretté François Sterkele, pour qui ça avait bien fonctionné sportivement. Dylan Lambrecht, un peu dans la même situation que toi, qui a eu un passage éclair lui aussi avant de redescendre dans les divisions. Et là, donc, tu reçois ta chance pour la préparation et surtout, tu reçois un contrat derrière. Oui, bien sûr. La préparation, en tout cas, Eupen a été magnifique parce que j'arrive là dans un vestiaire avec énormément de joueurs, avec des gros CV. Donc au début, j'étais pas très à l'aise, je savais pas où me mettre. Maintenant, l'avantage d'Eupen, c'est qu'il y avait énormément de Sénégalais, donc c'est eux qui m'ont un peu accueilli de leur côté, ils m'ont aidé un petit peu à évoluer. Et je marque 6 goals en 4 matchs pendant la préparation. Et ça facilite tout.
dont un goal contre le Borussia Mönchengladbach. Donc, sous les yeux d'un certain de Thorgan Hazard, oui. Voilà, l'article, je l'ai toujours parce que franchement, la famille Hazard, bon, je pense que tout le monde les respecte. Et de savoir qu'un gars comme ça parlait de moi, en tout cas positivement, et qu'on lui avait déjà auparavant, via son cousin, parlé de moi du temps où je jouais déjà seulement à la Calamine. Et oui, non, ça m'a vraiment encouragé à continuer à me battre parce que c'était vraiment une grosse fierté qu'un joueur de ce calibre-là parle positivement de moi. J'étais dans le stade ce jour-là, on se souvient, je pense que c'est côté gauche, tu débordes, C'est passement ça. de jambes et puis frappe dans le plafond. Tout ça sous les yeux donc, de Thorgan Hazard qui était blessé, C'est si je ça, me souviens il bien. était blessé ce jour-là. Et on avait eu la bonne idée d'aller lui poser la question de ses impressions sur le match. Et effectivement, ton nom était sorti. Ça, ce sont des souvenirs, tu en parles, hein, mais ce sont des souvenirs inoubliables, j'imagine. Non, bien sûr, franchement, j'aurais jamais cru qu'un jour j'en serais arrivé là. Donc oui, clairement, c'est des souvenirs qui resteront sûrement gravés à vie dans ma tête. Tu as connu Jordi Condom comme entraîneur et puis il a fini par être remercié et remplacé par Claude Makelele. Alors je ne sais pas si tu es supporter du Real Madrid, de Chelsea ou plutôt de Barcelone ou d'un autre club anglais, mais Claude Makelele, ta sensation, ton ressenti quand tu le vois pour la première fois et qu'il entre dans le vestiaire, j'imagine que là, est-ce que tu as repensé au Moussa Diallo d'Andrimont qui jouait en P2 il était fier, le Moussa Diallo d'Andrimont, hein, parce que je me disais, non, là, je suis carrément dans un film, c'est pas possible. Je signe en D1, puis quelques temps après, j'ai Makelele comme coach. J'ai un gars comme Luis Garcia qui joue avec moi, Mbailey. Donc oui, clairement, Makelele, c'était une grosse surprise. Et des gens me téléphonaient de partout. Pour me demander si c'était réel parce qu'il n'y a personne n'y croyait pour te dire la vérité. Et c'est vrai que Claude Makelele à Eupen, ça restera une période assez particulière à laquelle on ne s'attendait pas. Voir tel entraîneur, tel palmarès, en tout cas 2 joueurs débarquer à Eupen. Et justement, donc tu as connu, tu le dis, Jordi Condom et ensuite Claude Makelele. Tu t'es retrouvé dans un vestiaire avec l'entraîneur forcément, avec Luis Garcia, ex-international espagnol, ex-capitaine de l'Espagnol Barcelone, fort caractère, une présence, un leader. Bailey aussi, dans le même vestiaire. Claude Makelele, on sait que tout ne s'est pas toujours bien passé entre eux. Toi qui étais un peu observateur, est-ce que tu n'avais pas l'impression parfois qu'il y avait un peu trop de caractère dans un seul vestiaire ? Ah bien sûr, Luis Garcia est un gars hyper souriant et je pense que beaucoup de gens pensaient que c'est un gars comme ça, mais oui, il a un caractère très 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 fort. Et Mbaye, je pense que maintenant en Belgique, tout le monde le connaît, avec ses passages au Standard, à Zult. On voit bien que c'est un Sénégalais, quoi. Mais à côté de ça, Luis Garcia et Mbaye, franchement, c'est des gens, moi, ils m'ont vraiment, vraiment bien accueilli et m'ont toujours donné des conseils. C'est des gens très, très simples. Maintenant, oui, clairement, dans le vestiaire, il y avait énormément de caractère parce qu'on cite ces deux-là, mais il y avait aussi un joueur comme Tirpan qui était très, très difficile à gérer. Tirpan, oui. Michael Tirpan qui était très difficile à gérer aussi. Donc oui, le vestiaire de Eupen cette année-là n'était pas très, très facile à gérer. Oui, parce que Claude Makelele, c'est un caractère aussi. Oui, non, bien sûr, et c'était ça le souci, c'est qu'il y avait ce mélange de caractère et ça ressemblait à une genre de bombe à retardement. À chaque minute, on sentait que ça pouvait exploser, donc voilà. C'est une caractéristique qu'on retrouve chez beaucoup de grands joueurs aussi, hein, ce caractère fort. Oui, bien sûr, c'est des gars qui ont beaucoup d'expérience. Luis Garcia, je pense qu'ici en Belgique, on a minimisé sa carrière. Et Mbaye aussi, qui est passé par la France. Donc oui, c'est des joueurs qui savent ce qu'ils valent. Et en plus de ça, oui, ils savent un petit peu ce qu'il faut faire, comment. Et j'ai l'impression que des fois, oui, ils se laissent pas trop guider par les coachs. Donc voilà, et Makelele, fatalement, avec sa carrière de footballeur et son caractère que tout le monde connaît, c'est clair que ça n'allait pas passer. Parce que là, à ce niveau-là, Jordi Condom était beaucoup plus, on va dire, diplomate et arranger les choses pour que ça se passe au mieux. Et voilà. Donc on va revenir sur ton arrivée à Eupen, donc tu le dis, ce nouveau monde, le fait d'être impressionné par ce vestiaire, ces installations, ce monde professionnel, je le répète. Mais tu finis donc meilleur buteur
en préparation. Seulement voilà, tu es le jeune joueur qu'on amène de D2 à CFF. Il y a d'autres transferts, d'autres plus gros contrats, on va dire les choses comme elles sont. Des joueurs sur qui on compte plus, des joueurs à qui on a peut-être promis des choses. En tout cas, des joueurs qui te passent devant à la reprise et donc tu dois te contenter d'un rôle de réserviste en début de saison alors que, je le répète, 6 buts en préparation et de loin l'attaquant le plus en forme pendant cette préparation estivale. Oui, non, c'est clair que moi j'étais content d'être là déjà. J'étais content d'avoir cette chance de pouvoir être dans un noyau de la première division. Et oui, clairement, mes 6 goals en 4 matchs pendant la préparation a fait le tour. Ça a été jusqu'au Sénégal. Mais c'est pas pour ça que j'avais pris la grosse tête par rapport à ça. Jordi Condom m'avait convoqué juste avant le match contre Zulte Waregem où il m'explique, il me dit, écoute, je suis vraiment très, très agréablement surpris par ta préparation, parce qu'il me dit, je m'attendais que tu aies des grosses difficultés vu du niveau où tu venais, où tu t'entraînais 2 fois la semaine, voilà, et tout ça. Et il dit, tu marques 6 goals en 4 matchs, donc il dit, franchement, je t'encourage à continuer comme ça. Et ces mots-là, pour un joueur comme moi qui vient de la D2 amateur, ben, ça te donne de la confiance, ça te rassure un peu. Et il m'a même montré des vidéos en me disant, tu vas peut-être commencer le match contre Zulte Waregem parce que je ne suis pas content de Verdier. Mais voilà, comme tu l'expliques avant, ben, c'était Verdier. Il avait un plus gros CV que moi. Je ne sais pas c'est quoi les modalités de son contrat. Donc oui, fatalement, c'est moi qui me suis retrouvé sur le banc. C'est un peu ta première découverte des mauvais côtés du football professionnel, on peut le dire ou... Oui, bien sûr, parce que c'est quand même assez choquant, parce que fatalement, des journalistes m'ont dit, oui, tu marques 6 goals en 4 matchs au Standard, tu débutes le championnat. Donc là, je ne comprenais pas trop pourquoi que ça se passe comme ça. Mais voilà, comme je le dis, j'ai dû l'accepter parce que bah, je savais d'où je venais et je me suis dit, écoute, tôt ou tard, à un moment donné, j'aurais peut-être l'occasion de montrer quelque chose et à ce moment-là, ben, je vais essayer de refaire comme la préparation et me retrouver sur le terrain, en fait. Mais ça, c'est jamais passé comme ça. Non. Le match à Zulte Waregem, tu rentres en fin de match. C'est un match que vous perdez 0-5, donc vraiment pas du tout le contexte idéal. Après, j'imagine que malgré la défaite au match suivant, il y a quand même aussi un petit passement au cœur. C'est au club de Bruges. Tu montes sur la pelouse du Jan Bredel. Là aussi, un moment particulier. Oui, bah, voilà, c'est des clubs qu'on a l'habitude de voir sur Studio Foot le samedi et le dimanche. Donc pour moi, c'était assez impressionnant. Et la vérité, pendant l'échauffement, je n'osais même pas soulever mes yeux, tellement qu'il y avait une pression autour de ce stade, autour de ce terrain. Et oui, et clairement, à cette époque-là, Verdier ne tenait pas tout le match. Donc dans ma tête, je me suis dit, je vais sûrement rentrer à un moment donné. Donc Moussa, il va falloir assumer. Et voilà, après 70 minutes, je pense que Verdier sort. Je rentre et il y a une balle qui vient en retrait à l'entrée du rectangle, mais de stress de tout le public qui est là, je me loupe totalement. Je pense que la balle, je l'envoie au point de corner, alors que, comme tu le dis, 2 semaines avant, contre Gladbach, cette balle-là va dans la lucarne. Et c'est là que je me suis rendu compte de la difficulté aussi du monde professionnel, c'est qu'il faut gérer aussi toute la pression des supporters, du match. Et voilà, et de savoir que tu es observé de partout, il y a les caméras, si tu rates quelque chose, ça peut te poursuivre. Donc, mais après, oui, clairement, c'est une grosse fierté d'avoir joué contre Bruges dans ce stade-là. Donc tu feras 12 apparitions au total en première division. Est-ce que tes proches ont eu la pression pendant ces 2 années où tu es devenu professionnel? Est-ce que tes proches t'ont dit, tiens Moussa, tu changes un peu, tu prends la grosse tête ou pas du tout? Non, pas du tout. La plupart des gens, que ce soit ma famille ou mes amis, c'est une des choses qu'ils ont souvent apprécié me concernant, parce que la vérité, les samedis, quand je jouais le samedi avec Eupen, le dimanche, j'allais voir des matchs de provincial, dont Andrimont et d'autres clubs de la région. J'allais voir des matchs de mini-foot le vendredi. Je continue à vivre en fait ma vie comme si comme si j'étais pas professionnel en fait. Et je pense qu'aujourd'hui les gens me respectent aussi par rapport à ça, parce qu'ils ont vu que je n'ai pas changé, je suis resté la même personne, accessible, et je faisais
tout mon possible pour aider les gens dans la région ici par rapport des fois à des demandes pour aller à des stages. Je ramenais toujours des joueurs avec des gars comme Mamadou Fall, des gars comme Ibrahim Diallo. J'essayais toujours le maximum, même dans les écoles, de ramener des vareuses et voilà, de rester moi-même en fait et ne pas changer. Donc à ce niveau-là, non, je pense que personne ne m'a fait des remarques par rapport à ça. Et dans l'autre sens, on dit que souvent on a de faux amis, de faux nouveaux amis qui arrivent quand ça fonctionne bien. Tu l'as vécu aussi ? Non, pas du tout, parce que voilà, quand je suis arrivé à Eupen, j'étais déjà un homme, donc voilà, on est sélectif. Et je n'ai pas, comme je l'ai dit, je n'ai pas changé mes habitudes, donc non, j'ai pas vécu ça. Mais oui, clairement, ceux qui sont pas assez matures et ne font pas un tri, ils tombent sur ce genre de choses. Et oui, c'est compliqué et ça arrive très souvent. Après Eupen, il y a cette opportunité qui finalement n'en sera pas vraiment une au RWDM. Explique-nous un petit peu ce qui s'est passé. Donc tu quittes Eupen, l'aventure s'arrête après 2 ans. Le RWDM s'était intéressé à moi l'année avant, au mois de janvier. Mais Claude Makélélé avait décidé autrement. Il voulait que je vienne sous forme de play chez eux parce que c'était Drazen Bernsic qui entraînait et que voilà, c'était un monsieur qui me connaissait et qui voyait du potentiel en moi. Tu l'avais eu à Liège ou à Verviers ou au Canada ? Non, en fait, j'ai toujours joué contre lui. En fait, j'ai toujours joué contre lui. J'ai jamais été entraîné par Drazen avant le RWM. Donc, j'ai été là pour relancer la machine et ça s'est super bien passé avec Drazen. La préparation, je marquais tous les matchs des Gaules. Et arrive le moment où le club décide de se séparer de Drazen. Et là, le cauchemar commence pour moi parce que, bon, on accuse que Drazen me protégeait, etc. Alors que moi, pendant la préparation, sur le terrain, je faisais le taf. Donc, je ne voyais pas où Drazen, en tout cas, me protégeait par rapport à quelque chose. Et le club décide de faire venir Mathieu Cornet de Malines. Voilà, le RWM, c'est aussi un super grand club où je suis fier d'être passé et les supporters de ce club-là sont vraiment super magnifiques. Et mais certains dirigeants de ce club-là, je l'ai dit en partant, en tout cas, ce club ne méritait pas ce genre de dirigeants-là parce que pour me mettre dehors, on a commencé à ne plus faire des virements. Me donner des excuses comme quoi on se trompait de numéro de compte en banque, je devais mettre de l'argent de ma poche alors que j'avais normalement une voiture du club, une carte d'essence qui ne sont jamais arrivées et ça a fait mal. Ça a vraiment fait mal parce que déjà le fait d'avoir été à Eupen pendant 2 ans et que ça ne marche pas, c'était compliqué. Mais là, je me dis, je vais aller au RWM qui était un grand club avec énormément de supporters, un peu comme Liège. Donc, il suffit de refaire une bonne saison et je pense que ça va le faire. Mais les dirigeants là-bas ont des comportements, des attitudes qui ont fait que j'ai dû quitter aussi ce club, malheureusement. Où tu seras resté combien de temps finalement ? Très peu. Oui, on a commencé la préparation mi-juin. Je pense que fin août, je suis parti de là. Tu n'as pas eu le temps de jouer un match officiel ou bien si ? Si, j'ai joué 2-3 matchs de Coupe de Belgique. Ok, et donc juste avant la fin du mercato, tu te décides pour retourner dans le fameux club. Est-ce que le coach militaire était toujours là à Spawen ? Oui, bien sûr. C'est lui qui m'a recontacté en voyant que j'avais des difficultés au RWM. Donc oui, effectivement, je suis retourné à côté de mon ex-coach militaire parce que je me suis dit, peut-être, on ne sait jamais, il arrivera peut-être à me remotiver, à me remettre sur pied et qu'on continue le chemin. Malheureusement, tu ne retrouveras jamais le football professionnel. Pourquoi ? Là, c'est une histoire de la vie, on va dire. Parce qu'à Spawen, je pense que le Covid arrive quelque temps après ça. Et lors d'un bête visite chez le médecin, je me plaignais souvent des soucis au niveau du thorax. Donc on m'en va faire un scanner du thorax à l'hôpital à Verviers et on remarque 2 taches au niveau de mes poumons. Donc et là, fatalement, on se pose tous des questions. On m'en va chez un pneumologue à la clinique à Uzi.
Et ce pneumologue me dit que faut faire des examens parce qu'il me dit ça peut être des cellules cancéreuses comme ça peut être la tuberculose. Et voilà, on fait tout des séries d'examens et le résultat tombe, je me chope une tuberculose pulmonaire. Et le pneumologue me dit qu'il faut 1 an et demi d'antibiotiques. Et me dit, je ne suis pas très sûr que tu retrouveras ton état physique d'avant pour pouvoir, en tout cas, te dire un jour que tu vas redevenir professionnel ou en tout cas assumer des matchs à haute intensité comme dans le monde professionnel. Et oui, là, c'est clairement la douche froide parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je me posais 10 000 questions, je ne savais pas d'où ça venait. Et voilà, et c'est ça je pense que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était fini. Il fallait que je voie autre chose, je me lance dans d'autres choses, mais que le football, c'était fini. Un moment, j'imagine, assez dur à vivre quand tu te rends compte que les choses font que ce sera de plus en plus compliqué. Et effectivement, et même si je te le souhaite, mais à 33 ans, j'imagine que tu as clairement fait une croix maintenant sur le football professionnel. Tu es en P1. Ouais, c'est ça. Oui, non, clairement, quand je me suis soigné de la tuberculose, j'ai signé à Rodange en D1 luxembourgeois parce que j'avais encore toujours en tête ce rêve de retourner dans le monde professionnel coûte que coûte. Mais arrivé là, j'avais 12 kilos en trop à cause des antibiotiques et je n'assumais même pas 20 minutes de match. Donc à Rodange, ça s'est super mal passé parce que physiquement, je n'assumais pas un match entier, ni même une mi-temps. Et j'ai dû me contenter de tout le temps sortir du banc. Avec ma volonté et le courage, j'ai réussi à marquer 4 goals. Ces 4 goals-là ont rapporté 4 points qui ont permis à ce club de se sauver en première division cette année-là. Et je pense que là, le message était passé. C'est qu'il fallait absolument que je tourne la page avec le football. Parce que si je n'assumais pas des matchs de D1 luxembourgeois, il ne faut pas non plus trop rêver. Et c'est là que j'ai décidé de faire comme tout le monde, d'aller travailler, de m'occuper de ma famille. Et de combiner malgré tout avec le football. Petite parenthèse justement sur cette division 1 luxembourgeoise, la BGL League en tout cas à l'époque. Tu vas la vivre en pleine deuxième crise de Covid, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Je m'en souviens parce qu'au niveau de la rédaction, c'était très compliqué, toutes les compétitions étaient à l'arrêt. Et donc on cherchait les régionaux qui avaient la chance de pouvoir pratiquer leur sport. Et donc vous étiez quelques-uns de la région à évoluer au Luxembourg. Ouais. Quel regard tu portes sur le football au Luxembourg, qu'on voit souvent comme un niveau inférieur au nôtre, mais malgré tout, on le voit avec l'équipe nationale, c'est un football qui se développe. C'est un championnat que beaucoup de gens ici en Belgique, en tout cas, sous-estiment. Et pour avoir joué là-bas, moi, je me rends bien compte que c'est un championnat très difficile. C'est des matchs super engagés, super physiques. Et oui, c'est clairement pas la D1 belge ni la D1B, mais on le voit souvent en préparation que des équipes comme le Standard, comme Charleroi, perdent contre des équipes de la BG League. Donc, c'est un championnat qui peut être très intéressant pour des fois des joueurs qui en Belgique, n'arrivent peut-être pas à arriver à la D1A. Les voisins suivent ce championnat-là, les Français, les Allemands. Donc, il y a des opportunités de jouer même des matchs de Conference League. Donc, voilà, moi, j'avais cette image-là, en tout cas, de la BG League. Suite à l'expérience luxembourgeoise, tu vas retrouver le niveau amateur, Herstal, Stocké, Solière. Pourquoi ne pas être revenu plus près dans la région ? Quand bien même, Wiwarem et Liège, c'est pas très loin, mais tu n'avais pas d'opportunité dans d'anciens clubs ou des clubs plus proches de ton domicile ? Tu es toujours bien verviers-toi ? Oui, bien sûr. Oui, je me suis quand même toujours aussi posé la question, après tout ça, pourquoi des clubs de la région ne m'ont pas contacté par rapport à mon vécu, à mon expérience, même pour aller, on va dire, accompagner, coacher les plus jeunes. Mais voilà, à cette époque-là, comme je le dis, j'avais 12-14 kilos en trop. Et personnellement, je pense que je ne me voyais pas, moi personnellement, mais les gens qui venaient voir mes matchs voyaient ça et se disaient, oula, est-ce qu'il est toujours en état physique pour jouer ces matchs-là ? Et le seul club qui a pris le risque de me prendre et de me reprendre en main, c'était Herstal, où ils ont réussi à me faire perdre les kilos, me remettre en confiance et où j'ai marqué aussi énormément de goals.
qui nous ont permis d'aller jusqu'au tour final pour monter en D2 amateur. Et voilà, donc pour moi, c'est ça qui explique le fait que ceux de la région ne se sont pas intéressés. C'est parce que physiquement, j'étais pas en état. Est-ce que cette étiquette d'ex-joueur de D1, quand bien même ça n'a pas duré très longtemps, 2 saisons avec 12 apparitions et un match de Coupe de Belgique, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Est-ce que cette étiquette, elle ne t'a pas finalement joué des tours? Est-ce que c'était pas un peu dur à porter parce qu'il y a une attente? J'ai relu des interviews où très vite on te demande vous venez du niveau professionnel, combien de buts cette année? Est-ce que ça aussi, c'est pas une façon de se mettre la pression, se mettre des objectifs chiffrés en termes de buts pour un attaquant, qui plus est quand on a un passé professionnel? Oui, non, c'est sûr. On le voit toujours aujourd'hui, même dans le club actuellement où je joue. Mes coéquipiers me regardent toujours à Herstal, oui, me regardent toujours sûrement comme ce joueur à 25-26 ans qui joue à Eupen et qui courait dans tous les sens. Et oui, clairement, ça met une pression parce qu'on t'attend partout. Je veux dire, même un bête exemple, en foot en salle, des gens sont tout fiers de jouer contre toi et de te contrer. Et donc, en fait, tu es tout le temps sous pression partout où tu es. Et on attend toujours, oui, à ce que tu fasses des grosses saisons. Et si ça ne se passe pas, fatalement, voilà, les critiques fusent assez facilement. Et les gens oublient à un moment donné que, oui, moi, j'ai été malade, je me suis chopé une tuberculose pulmonaire. J'arrive à 34 ans et à un moment donné, oui, on ne peut pas être comme on a été, comme des joueurs comme Messi, comme Ronaldo. Aussi, à un moment donné, arrive à un moment où ça marche moins bien. Donc, j'assume tout ça, il n'y a aucun souci. Comme je le disais tout à l'heure, on va couper le micro, poursuivre l'interview, et la deuxième partie de l'interview sera, elle, à retrouver non pas sur ce podcast, mais bien dans les colonnes de l'Avenir Verviers, le journal, mais aussi le site web www.lavenir.net/vvsport, ce qui vous amène directement sur la section sportive de l'Avenir Verviers. Moussa Diallo, merci beaucoup. Non, je te remercie pour l'invitation et voilà, merci à tous les gens qui ont participé à cette émission. Voilà, c'est donc ici qu'on a arrêté l'enregistrement de ce premier numéro de Panache, le nouveau podcast de l'Avenir Verviers Sport. Merci encore à Moussa Diallo, notre premier invité. Comme expliqué, nous avons continué l'interview hors micro, l'occasion d'évoquer pas mal de choses comme son échec à Amblève la saison dernière, puis comment il a rebondi à Herstal où il évolue encore aujourd'hui. On a également parlé de son frère Mohamed Diallo, ex-joueur d'Aubel désormais à l'Espoir Minerois, qui est actuellement blessé, un attaquant avec qui Moussa se verrait bien jouer. On a fait le tour de la P1 avec les situations de Malmedy, Sterfan-Corchamps, Sarre et de nos autres clubs régionaux. On a évoqué l'après-carrière, le fait que le football amateur manquait peut-être d'un syndicat pour joueurs, et d'après Moussa Diallo que si certaines langues se déliaient, eh bien ça pourrait être tout simplement explosif. Tout ça est à retrouver dans les colonnes de l'Avenir Verviers, le journal et le site internet. On espère que le podcast vous a plu et que la suite de l'interview vous plaira. À bientôt.